passionnément est à Savigneux pour cette semaine. Nous allons rencontrer un grand pêcheur. Il est passionné de pêche à la mouche. Et c'est grâce à son action que le club Mouche Loire-Forêt est installé à Savigneux. Il en est le président. Éric Deschamps, d'où vient une telle passion? Effectivement, la pêche, c'est depuis l'âge de 10 ou 11 ans. Je ne me rappelle plus parce qu'il y a bien longtemps déjà, vu que j'ai 52 ans. Simplement, mes grands-parents, où j'étais très souvent d'ailleurs, habitaient pas très loin d'un cours d'eau, un petit cours d'eau à truites. Et c'est un peu ce hasard heureux que très rapidement, j'ai été très attiré par les milieux aquatiques, et notamment par les cours d'eau peuplés par les truites. C'est ce qui me passionnait dès l'enfance. Sous cette eau, on savait qu'il y avait de la vie, il y avait quelque chose. Et très vite, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup attiré. Est-ce que c'était déjà de la pêche à la mouche? Non, effectivement, les cours d'eau, donc le cours d'eau que j'évoque, il est tout petit. Donc on était dans la pêche, on va dire, traditionnelle, qui se pêche avec une canne et une petite réserve de fil où on pêche au cou. La pêche à la mouche en elle-même est venue un peu plus tard, en fait, durant mon adolescence, au gré de quelques séjours passés chez un ami, en Haute-Loire, au bord du fleuve Loire, où là, pour la première fois, j'ai pris une canne à mouche en main et posé des mouches sur l'eau. Là, il est vrai que j'ai encore découvert un tout autre aspect de la pêche, quelque chose de beaucoup plus encore attractif et passionnant. Et après, c'est devenu assez rapidement une passion dévorante. Est-ce que vous avez envisagé un jour d'arrêter la pêche à la mouche? Jusqu'à aujourd'hui, non. Non, pas du tout. En revanche, des fois, la vie réserve des bonnes et parfois aussi des mauvaises surprises. Et il y a une petite quinzaine d'années de cela, malheureusement, un accident de la vie m'a privé en fait de cette passion et de mon métier pendant 4 ans, puisque je ne pouvais pratiquement plus marcher. Je ne pensais même pas pouvoir repêcher un jour, mais j'ai quand même gardé, on va dire, l'espoir, entre guillemets, et puis surtout, je me suis creusé un peu la tête, comment occuper le temps de cette période compliquée. Je me suis pris de passion pour une autre activité qui est toujours en lien finalement avec la pêche à la mouche, qui est la fabrication de cannes à mouche. Et j'ai un ami en fait qui s'appelle Serge Rollo, qui est un guide de pêche professionnel, passionné et talentueux en Lozère, qui lui faisait partie d'une équipe, d'un pro staff, en fait, d'un fabricant très réputé de cannes à mouche. Et c'est comme ça que j'ai noué mes premiers contacts, et assez rapidement en fait je me suis mis à monter des cannes et je ne me suis plus jamais arrêté. Dieu merci, 4 ans plus tard, grâce à la chirurgie, j'ai pu remarcher le long des rivières, etc., reprendre mon travail. Tout est rentré dans l'ordre, et Dieu merci. Comme quoi aussi, il y a un message là-dedans, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras, et qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Mais la passion du montage de cannes est restée, et depuis quelques années où je l'ai transformée en activité, on va dire, professionnelle secondaire, hein, puisque je propose la fabrication de cannes à mouche sur mesure, sous le nom de Emisaya Fly Rod. Donc, Fly Rod, ça veut dire canne à mouche en anglais. Et Emisaya, c'est le condensé en fait du prénom de mes 3 filles. C'est bien de pêcher, mais ça s'apprend pas tout seul. Dans votre cas, qui est-ce qui vous a appris à pêcher? Appris à pêcher, j'ai envie de dire, les premiers pas, je les ai faits tout seul. Quand j'étais, on va dire, préadolescent. Mais il est vrai que quand je suis venu à la pêche à la mouche, là, c'était totalement différent. La pêche à la mouche, c'est une technique qui repose sur une gestuelle bien spécifique. Parce qu'en fait, la pêche à la mouche, comme son nom l'indique, on propulse une mouche. Mais une mouche, ça ne pèse quasiment rien. Donc il y a une vraie technique vraiment particulière. Donc il y a effectivement un matériel, une technique bien particulière qui ont nécessité en fait la prise de cours. Donc j'ai pris avec 2 autres amis qui étaient des amis bien plus âgés que moi à l'époque. En 1993, quand les choses sont devenues vraiment sérieuses, j'avais 23 ans. Je suis parti en fait m'inscrire dans un club et toutes les semaines j'allais prendre des cours, donc un club à Saint-Étienne qui s'appelle toujours l'APML, donc l'Association des pêcheurs à la mouche de la Loire. Et je partais avec un ami qui avait 20 ans de plus que moi et également une personne qui avait 81 ans, qui était en fait le médecin qui m'avait mis au monde. Et tous les trois, donc on formait un trio assez sympathique. Et pendant, on va dire, quelques mois, nous avons pris des cours pour apprendre toute cette gestuelle bien spécifique et qui est aussi assez élégante et on va dire passionnante en fait à maîtriser. Je vois que c'est très différent de la pêche à la ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce qui diffère entre la pêche à la mouche et la pêche classique? Quand on parle de pêche au sens large du terme, en fait, on a un leurre hein, qui peut être soit artificiel, soit un appât naturel, qu'importe, qui est raccroché à une ligne qui est en fait ni plus ni moins un fil de nylon. Et ce fil de nylon est ensuite porté par une canne à pêche et éventuellement un moulinet. À la mouche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la mouche n'a pas de poids, donc on ne peut pas la propulser.
Donc il faut qu'on mette, effectivement, cette mouche, elle est accrochée à un fil de nylon, elle aussi, et même qui plus est un fil très fin, pour pas que le poisson la voie quand la mouche est sur l'eau, la mouche artificielle. En revanche, entre ce fil de nylon qui tient la mouche et le moulinet et la canne, il y a un autre matériau qu'il n'y a pas sur toutes les autres techniques, qui est une soie. Alors on parle d'une soie, c'est vieux, hein, mais c'est une soie maintenant artificielle, donc qui en fait quelque chose qui pourrait correspondre à du fil, mais qui est plus épais, qui ressemblait presque à une corde à linge, entre guillemets, sur l'aspect, et qui est bien évidemment pas aussi rigide, qui est beaucoup plus souple, et dont on se sert en fait comme d'un lasso. D'ailleurs, la pêche à la mouche, elle est souvent appelée la pêche au fouet, parce qu'on a l'impression de voir un petit peu si vous voulez, comme dans un cirque avec un dompteur qui tient un fouet, et bien là on a un peu la même chose, donc avec cette soie qui a une certaine rigidité, une capacité à pénétrer l'air et à propulser. Et c'est elle qui donne en fait cette énergie qu'on propulse en fait, c'est cette soie qu'on propulse et qui emmène le nylon et la mouche. S'il n'y a pas la soie, on ne peut pas emmener la mouche. Donc il y a une soie qui mesure en général 27 mètres, hein, c'est la norme, et donc et qui a un profil en plus qui est profilé, qui est pas, on va dire, qui est souvent profilé. Il y a des soies parallèles, mais souvent elles ont un profil triangulaire, on va dire. Et ça permet donc d'acquérir de l'énergie quand on fait des battements de canne d'avant en arrière, et de propulser tel un mouvement de l'assaut la mouche vers l'avant pour la poser sur l'eau, en espérant leurrer le poisson ensuite de la mouche qui dérive le plus naturellement possible sur l'eau. Est-ce que tous les poissons aiment gober les mouches, ou est-ce que vous pouvez pêcher qu'un type de poisson avec ça? Alors c'est une très très bonne question, parce qu'en fait, bon, la pêche à la mouche c'est déjà très ancien, hein. Mais sans vouloir remonter, on va dire, dans toute la genèse de la pêche à la mouche, il y a eu toute une période où on va remonter, on va dire, 40-50 ans en arrière, où effectivement, cette pêche était assez restreinte à certaines espèces de poissons, comme la truite notamment, l'ombre commun, le saumon, plutôt les salmonisés, on va dire. Et puis en fait, l'évolution, c'est comme beaucoup de sports en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la pêche à la mouche, et aujourd'hui, on ne s'interdit plus rien, et on peut prendre quasiment toutes sortes de poissons à la pêche à la mouche. Pourquoi? Parce qu'on ne pêche plus non seulement à la surface de l'eau pour imiter cet insecte, mais on en est venu avec des plumes, des matériaux synthétiques ou naturels, à même fabriquer des imitations de poissons, et on propulse donc ce poisson en plume, non pas pour qu'il flotte, mais pour qu'il s'immerge, et ensuite on le ramène tel un leurre. On peut aussi bien ainsi pêcher des carnassiers, comme le brochet par exemple, ou des poissons comme le silure, même des très gros poissons. Mais on peut aussi aller pêcher en mer. Il y a des gens qui vont pêcher au milieu de l'océan Indien, sur des atolls, ils vont aller pêcher les carangues, des poissons complètement exotiques et énormes. Donc aujourd'hui, on ne s'interdit plus rien à la pêche à la mouche, et c'est ce qui la rend encore un peu plus fabuleuse, parce qu'on prend des poissons énormes avec des cannes qui plient énormément, parce que je ne l'ai pas dit, mais une canne à mouche par rapport à beaucoup d'autres cannes, ça a beaucoup de flexibilité. Donc quand on tient un beau poisson et qu'on voit le carbone de la canne à pêche fléchir intensément, avec une belle courbure, c'est quand même grisant, quoi. C'est quelque chose de très grisant. Et la canne ne peut pas se briser? Généralement non, c'est prévu pour, mais bon, ça peut arriver, mais ça reste quand même, heureusement, pas trop fréquent. Sinon, ça serait onéreux comme pratique de sport. Non, mais je veux dire, quel poids ça peut supporter? Alors, il ne faut pas tout à fait le voir sous cet angle-là, parce qu'en fait, la canne à mouche ne permet pas, contrairement aux autres pêches, de soulever le poisson. On le ramène à soi, et le poisson est ensuite mis à l'épuisette. C'est-à-dire qu'on ne le soulève pas de l'eau avec la canne. La canne ne pourrait pas endurer ça, ces contraintes-là. Parce que ça plie énormément. On aurait beau essayer de lever, la canne plierait encore plus et finirait par casser, effectivement, par rompre. Donc, on amène le poisson à soi, ensuite on le met à l'épuisette. Et souvent, même, pour tout vous dire, les pêcheurs à la mouche sont des gens quand même... Bah, tous les pêcheurs, hein. Honnêtement, les choses ont beaucoup évolué. Mais c'est vrai qu'à la pêche à la mouche, on était un peu avant-gardiste là-dedans. Il y a de plus en plus un vrai respect du poisson, un amour du poisson, j'ai envie de dire. On n'a vraiment pas envie de le chagriner, de le perturber. Donc on ne le sort même plus de l'eau, on le met à l'épuisette, souvent même avec des épuisettes qui sont adaptées pour, et qui ont des mailles en plastique ou en latex, pour préserver le mucus protecteur de l'épiderme du poisson. Et en fait, on le met à l'épuisette, on le photographie et on le remet à l'eau. Donc il n'y a pas cette levée du poisson qu'on pourrait avoir à l'esprit dans certaines pêches. Voilà, mais les choses ont beaucoup évolué, hein. Mais même dans les autres pêches, hein. Il y a beaucoup de pratiques, entre guillemets, aujourd'hui qu'on dit un terme anglais, mais du no-kill, c'est-à-dire on remet le poisson à l'eau, ou du catch and release, on le prend et on le remet à l'eau. Donc de plus en plus, ça aussi, ça s'est développé. Donc le plaisir
c'est d'attraper le poisson, d'avoir fait un leurre suffisamment efficace, d'avoir trompé le poisson, quoi, tout simplement. Nous retrouverons Éric Deschamps après une petite pause musicale. Toujours sur RCF avec Éric Deschamps, président du club Mouche Loire-Forêt. Il nous parle de sa passion, la pêche à la mouche. Mais vous me dites que c'est une pêche très ancienne. Et depuis quand pêche-t-on à la mouche? De ce que j'ai lu, je sais que déjà dans des temps immémoriaux, les hommes, quand ils ont essayé de se nourrir, ont essayé d'imiter différentes sortes d'appâts et choses pour des poissons, y compris des mouches. Mais à cette époque-là, bien évidemment, on n'était pas encore dans la pratique de la pêche à la mouche telle que je l'ai évoquée avec ces gestuelles. Et on peut dire vraiment, si on la pense plutôt sous l'angle de la gestuelle et ce qu'elle est aujourd'hui, même si ça a beaucoup évolué encore, il y a des écrits qui datent de la fin du 19e avec un pêcheur assez émérite, un anglo-saxon qui s'appelait Skews. Et on a retrouvé des écrits, des photos, des illustrations de nymphes, par exemple, ou d'imitation de l'arbre de mouche. En fait. Et de mouche qui datait de cette époque-là, de Skews. Et peut-être qu'il y a encore plus ancien, mais ça, je ne l'ai pas en tête. Mais voilà, c'est pas d'hier, quoi. Vous avez parlé de la gestuelle, mais est-ce qu'on reste statique? Est-ce que c'est sportif? La pêche à la mouche, oui, est une pêche, déjà, bon, de par la gestuelle, on bouge beaucoup le bras tout le temps, donc on est en mouvement, mais ça ne s'arrête pas là. Comme beaucoup de pêches, en fait, on va dire de salmonidés, de carnassiers, etc., on est sur des pêches prospectives. C'est-à-dire qu'on prospecte des postes, on prospecte des courants, des fosses, etc., des bords de berges, etc. Et bien évidemment, une fois qu'on a prospecté pendant quelques minutes, souvent quelques minutes, un poste, hop, on passe au poste suivant. Et sur une journée de pêche ou une demi-journée, on peut assez rapidement parcourir plusieurs kilomètres. Et qui plus est, à certaines périodes de l'année, en période estivale, notamment où il y a moins d'eau, les postes sont plus éloignés les uns des autres, sont plus restreints. Là, on peut assez rapidement, sur des cours d'eau Sevenol par exemple, parcourir 3-4 km de rivière dans la journée. Après, il faut redescendre, ça en fait tout autant, sur des milieux très accidentés, voilà, avec des passages rocheux, etc. Donc, si, c'est assez sportif. Et en début d'année, à l'inverse, on peut faire peut-être moins de trajets, moins de chemin, on va dire, entre guillemets. En revanche, on est sur des rivières à courant beaucoup plus puissant. Des fois, c'est des courants des torrents, pyrénéens, alpins, etc. Où là, pour tenir dans l'eau, quand on a l'eau jusqu'à la ceinture en plein courant, il faut s'accrocher. Donc, on est loin, on peut être assez loin d'une pêche, on va dire, pépère, entre guillemets. Après, on peut aussi, si on désire, choisir des cours d'eau moins pentus, plus larges. Et là, on est sur des pêches un peu plus d'observation et on se déplace beaucoup moins vite. Mais on est toujours en mouvement quand même et toujours en alerte. On a l'esprit en tout cas qui est toujours en alerte et c'est aussi une bonne manière de se vider l'esprit, de s'évacuer l'esprit. Pourquoi l'esprit est-il en alerte? Parce que, a priori, l'eau coule, on ne voit pas de poisson. Comment vous savez où envoyer votre mouche? Oui, alors le pêcheur à la mouche, plus souvent, il cherche deux choses. Bien sûr, on pense tout de suite instinctivement au poisson, donc à la manifestation en fait d'un poisson qui se nourrit. Donc le plus souvent, c'est pas ce qu'on appelle le gobage, donc c'est-à-dire la bouche, la tête du poisson qui vient fendre la surface pour saisir de l'insecte. Ça peut être aussi parfois le dos du poisson, c'est-à-dire que le poisson prend les insectes sous la surface, mais on a le dos ou la nageoire dorsale qui vient former un sillage sur l'eau. Donc ça, c'est déjà une première observation, c'est voir exactement ce qui se passe sur l'eau quand un poisson se manifeste. Et puis après, il y a ce qui s'appelle pêcher un peu l'eau, lorsque le poisson ne manifeste pas forcément de sa présence. On observe là, du coup, les insectes. Lorsqu'il y en a, donc heureusement, il y en a encore pas mal, il y a des périodes de l'année où c'est assez actif, les mois de mai et juin notamment sont des mois assez intenses, où là on voit carrément les insectes sortir de l'eau. Parce que celui qui n'est pas pêcheur, en fait, quand on lui parle d'insectes, il pense insectes terrestres, le plus souvent. En fait, la pêche à la mouche, et aussi beaucoup d'insectes, hormis la pêche à la mouche, mais il y a beaucoup d'insectes en fait, dont la vie larvaire est aquatique. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'espèces. On scrute la surface de l'eau pour voir si 1, 2, 3, parfois des nuées d'insectes viennent fendre la surface pour s'extraire de l'eau et s'envoler. Parce qu'il y a un insecte bien connu,
compris des non-pêcheurs, c'est la fameuse mouche de mai. Cette mouche qui est une éphémère parce qu'elle a une vie éphémère, une vie ailée éphémère. Il faut savoir que cette mouche, elle ne vit que quelques heures ou quelques jours en vie aérienne, donc elle sort de l'eau, mais en fait, donc le stade adulte, on parle du stade imago, c'est l'adulte. Mais avant l'adulte, il y a la vie de l'adolescent et de préadolescent, c'est toute la vie larvaire. Cette vie-là, elle dure 3 ans. C'est-à-dire qu'on a une bestiole qui va vivre dans le sédiment fin, les sables, les fonds organiques. Pendant 3 ans, elle va grossir, subir différentes mues, parce qu'en fait, une larve ne grossit pas. C'est rigide, plus ou moins. Donc en fait, à chaque mue, le corps s'imprègne d'eau, gonfle, elle prend du volume, elle prend en taille, en fait, et ensuite elle reforme une carapace et ne grossit plus. Donc c'est à chaque stade, en fait, que la larve se développe aussi bien morphologiquement que physiologiquement. Et au bout de ces 3 années, elle devient adulte, elle perce l'eau, elle devient adulte, elle vole, elle se reproduit en vol même, et ensuite elle meurt au bout de quelques heures, quelques jours, elle tombe à l'eau et c'est fini. C'est vraiment toute une vie à connaître. Alors je vous parle de la mouche de mai, mais il y a un tas d'autres insectes, tous les insectes en fait, aquatiques, sortent de la plus ou moins de la même manière, et ensuite une vie terrestre relativement courte pour une vie aquatique qui est beaucoup plus longue. Minimum, souvent, c'est 1 an. On a beaucoup d'insectes avec un cycle annuel. Une vie larvaire d'1 an, mais une vie adulte très courte, quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Voilà. Donc c'est très intéressant à scruter en fait. On a des insectes qui ne sortent pas en nageant et volant, parce qu'en fait la mouche de mai, par exemple, pour la citer, elle fait des contractions en fait qui la font monter à la surface, et ensuite elle se défait de sa dernière carapace, sa mue, enfin son avant-dernière, pardon, et elle s'envole. Ensuite, elle va aller se poser sur des herbiers et encore muer une dernière fois pour prendre enfin le costume de l'adulte. Il y a d'autres insectes qui, eux, ne sortent pas de cette manière-là, mais sortent en marchant. Donc, ils vont marcher jusqu'au bord de l'eau, au bord du cours d'eau, donc sur la berge, ou alors sur un caillou qui sort en plein milieu de la rivière, et elles vont grimper pour subir cette dernière mue et devenir un insecte adulte et s'envoler. Donc voilà, il faut connaître un petit peu tout ce cortège en fait d'espèces ou de groupes d'espèces d'insectes pour savoir la manière dont ils sortent de l'eau, à quelle période, la taille qu'ils font, la couleur, etc. pour aller scruter au bon moment et au bon endroit. Parce qu'au mois de mai, on ne scrute pas forcément une rivière de la même manière qu'on se la scrutera au mois d'août. Mais quand vous avez repéré un insecte sur le point de s'envoler, qu'est-ce que vous faites? Vous allez agiter, vous, votre mouche au même endroit pour leurrer le poisson? Alors la première chose qu'on va faire déjà, si on ne l'a pas déjà fait, qu'on n'a pas anticipé, c'est on va ouvrir sa boîte à mouches pour aller rechercher l'imitation la plus adéquate, c'est-à-dire en taille, en couleur. Une fois qu'on a la bonne mouche, il s'agit effectivement d'appliquer cette gestuelle que j'ai un peu évoquée tout à l'heure, donc soit un coup droit, soit un revers. Donc c'est un peu comme au tennis, hein, avec une soie donc, qui est propulsée parfois en formant des courbes. Il faut bien garder à l'esprit que le poisson, pour le leurrer, il faut que la dérive de l'insecte qui est posé sur l'eau soit le plus naturel possible. Or, la mouche, elle est attachée à un fil de nylon. Il y a une contrainte sur cette mouche qui est tenue, quoi. Donc soit la dérive, elle est retenue, et donc la mouche forme un sillage sur l'eau parce qu'elle ne va pas assez vite, elle ne va pas à la même vitesse que le courant. S'il y a le sillage qui est formé, le poisson ne sera pas leurré. On verra que la mouche ne dérive pas à la bonne vitesse, il ne prendra pas. Parfois c'est l'inverse, si on pose courbe entre guillemets à l'envers, on imprime à la mouche une dérive plus rapide que celle du courant. Et là, même résultat. S'il n'y a pas la bonne dérive, le poisson refuse. Donc il s'agit effectivement de propulser cette mouche par revers, par courbe, etc. Mais en plus d'imprimer à la soie, non pas un déploiement linéaire sur l'eau, mais un déploiement au contraire qui est courbe ou en zigzag, ou qu'on décale vers l'amont, pour permettre à la mouche, une fois qu'elle arrive sur l'eau, de dériver le plus naturellement possible et le plus longtemps possible. Parce que parfois, il y a des poissons très tatillons, très chipoteurs, qui avant de se saisir de la mouche, la regardent dériver sur plusieurs mètres pour s'assurer que c'est bien une mouche naturelle et que c'est pas une artificielle, ils ne veulent pas se faire leurrer. Donc il faut vraiment être un bon lanceur et un bon poseur. Je comprends beaucoup mieux la pêche à la mouche et l'enthousiasme que vous ressentez m'amène à vous poser cette question. Quel est le plaisir que vous ressentez quand vous pêchez? En ce qui me concerne, le premier, c'est vraiment l'analyse. Voilà, être sur l'eau et analyser les choses. Parce qu'on vient là, c'est vrai, on vient là pour se faire plaisir, être dans l'eau, au milieu de la nature, c'est super. Mais on vient quand même là aussi pour prendre du poisson, si possible. Parfois, les conditions de pêche ne sont pas toujours faciles. Hein. La météo, le libido, peu d'insectes sur l'eau, etc. Analyser les choses, qu'est-ce qu'on voit comme insecte, ou ce qu'on ne voit pas. On recherche même les insectes qui sont morts la veille, dans les toiles d'araignée, sur les branches, etc.
Et en plus, cette analyse, elle est constante. C'est-à-dire que du début à la fin de pêche, les conditions peuvent évoluer. Donc, il faut toujours analyser ce qu'on voit. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois qu'on a à peu près cerné on va dire, les conditions de pêche et ce qui nous permettra de prendre du poisson, il faut techniquement être dans les clous. Donc, des fois, il faut composer avec le vent. Le vent est le principal ennemi du pêcheur à la mouche. Donc là, on fait appel plus à la technique, à la gestuelle, et puis aussi aux aspects tactiques. On peut changer son bas de ligne, le rendre plus puissant pour mieux pénétrer l'air s'il y a du vent, ou au contraire, s'il n'y a pas de vent, le poisson tatillon, on part sur quelque chose de plus discret, etc. Mais la gestuelle doit suivre, parce que si on modifie le bas de ligne, le geste doit suivre aussi. Donc là, on est plus dans l'aspect technique, voilà, à se creuser la tête aussi pour ça. Après, il y a aussi l'aspect aventure, hein, pour ceux qui veulent pêcher des cours d'eau très physiques, avec beaucoup de courants, très accidentés, etc. Donc ça aussi, ou alors se dépayser en allant dans des milieux qu'on ne connaît pas, voire à l'étranger. Voilà, il y a divers plaisirs. Et moi, j'y rajouterais celui aussi, c'est l'aspect, on va dire, strictement contemplatif, quoi. On se pose sur le rocher un quart d'heure et on observe. Mais on va observer bien sûr la rivière, les insectes, les poissons. Il y a toujours de la vie, en fait, au bord d'une rivière, sur l'eau et au bord, sur les berges. Il y a un vrai plaisir à contempler. On passe autant de temps à regarder qu'à pêcher, quoi. Et je pense qu'au fil des années, on regarde de plus en plus et on pêche de moins en moins. Vous avez des moments contemplatifs, mais vous êtes très actif. Vous êtes président du club de pêche à la mouche de Savigneux. Pourquoi le choix de Savigneux pour implanter votre club? On a eu vraiment envie, en fait, de former un club dans le Haut-Forez sur un secteur orphelin, en fait, de structure, pour apprendre, en fait, et faire connaître la pêche à la mouche. On a constitué donc cette équipe. Aujourd'hui, on est une 60aine d'adhérents du club Mouche-Loire-Forêt. Et on s'est implanté à Savigneux avec un accueil à la fois vraiment super, un super accueil de la ville de Savigneux. Et puis qui plus est, en termes de structure, aussi bien au niveau de la maison des associations où on a nos activités régulières les mardis soirs sur le montage de mouches, que la salle polyvalente, ensuite de manière plus ponctuelle en début d'année sur janvier, février, mars, où on apprend les cours de lancer. Là, on a vraiment trouvé en fait l'idéal sur le plan logistique. On voulait être dans les monts du Forêt, au bon endroit. Savigneux, c'est notre point d'ancrage. On a nos activités régulières que j'ai évoquées, qui sont donc le montage mouche, le lancer, qui sont en fait le fil conducteur. Mais le pêcheur à la mouche est vagabond. Il y a encore quelques semaines de ça, le club est parti. On est parti 4 jours en Lozère, au pied du mont Lozère. On a pêché les sources du Lot et d'autres cours d'eau magnifiques. Mais parlez-moi des activités régulières que vous faites à Savigneux, parce que vous avez vraiment besoin de locaux pour pouvoir expliquer ce que c'est à vos nouveaux adhérents. Oui, alors il y a 2 activités vraiment régulières. La plus régulière, c'est celle du mardi soir, donc de 19h à 21h à la maison des associations à Savigneux, donc à côté de la mairie, où là, donc, tous les mardis soirs, pendant 2 heures, on propose donc le montage d'un nouveau modèle de mouche. C'est un apprentissage au montage, en fait, et du perfectionnement aussi. Où là, en live, en fait, en direct, on a, avec la caméra, donc on a un animateur qui monte une mouche. Le montage est projeté en direct sur le grand écran. On en profite pour évoquer aussi la vie de l'insecte qui est imité. Et ensuite, tous ceux qui le désirent s'attellent à la tâche et montent aussi le même modèle. Et bon, les plus aguerris passent derrière, donnent des conseils, etc. Donc ça, c'est l'activité la plus régulière. Et c'est le fil conducteur, comme je dis, parce que ça nous permet de nous voir toutes les semaines. Et en fait, au-delà de progresser, d'apprendre, c'est un moment de partage, de convivialité. C'est vraiment, c'est le cœur, c'est la vie du club. Et après, on a sur janvier, février, mars, comme j'ai dit, où là, on n'est plus sur les activités de lancer, mais les samedis matins, donc à la salle polyvalente, on est plus dans l'apprentissage et aussi on envisage de faire du perfectionnement. Donc ce sont les 2 activités régulières et après on fait des sorties. Décrivez un peu ces activités de lançage. Après c'est difficile d'en parler plus, je pense qu'à un moment donné il faut les images, il faut l'écran. Alors j'en profite à ce sujet-là. Donc notre club, donc le Club Mouche-Loire-Forêt, a une chaîne YouTube, le Club Mouche-Loire-Forêt, sur laquelle des tutos ont été hébergés en ligne et qui montrent justement les différents types de lancers que l'on peut prodiguer et pratiquer. Voilà, c'est des petits films de 2 à 4, 5, 6 minutes chacun. Il doit y en avoir 14 de mémoire. Donc j'invite à chacun à aller voir et découvrir finalement ce que c'est que cette gestuelle. On ne pouvait pas trouver mieux pour passionnément un passionné, vraiment passionné, de pêche à la mouche. Éric Deschamps, je vous remercie. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir.